Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et c'était une nouvelle semaine qui démarre avec vous et avec Philippe David. On vous souhaite la bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour Cécile. Bonjour mon cher Philippe. Très bien. Et vous ? Très bien, comme un lundi. C'est-à-dire heureux de vous retrouver, de retrouver les vraies voix. Et on remercie bien entendu Sud Radio de cette magnifique présence d'Antoine Dupont ici avec nous aujourd'hui. Quelle belle surprise. Quelle belle surprise, oui. Mais malheureusement, il n'est pas dans le studio des vraies voix. Il a d'autres occupations. Non, il était il n'y a pas longtemps. Mais en tout cas, voilà. Vous avez regardé le match, Philippe ? Bien sûr. Non, mais ça va. Moi, j'en ai marre de. Non, mais vraiment, c'est pas possible, Philippe David. Vous pouvez pas brûler ce que vous avez adoré. Mais j'ai pas brûlé ce que j'ai adoré. Bon. J'ai dit à la mi-temps, j'ai tweeté que vu le nombre d'occasions ratées, je sentais très mal et qu'on risquait de pleurer à la fin du match. J'ai été bon prophète. Pour une fois, Philippe Bilger ne me reprochera pas d'être planté sur mes pronoms. Non, mais je veux dire, je vois comment Antoine Dupont se fait tabasser. C'est vraiment dégueulasse parce qu'en fait, voilà. On dit pas ça. On dit pas dégueulasse. C'est vraiment pas sympa. Ce type est quand même un génie. Mais il a été super tout à l'heure, François. Voilà, c'est un homme génial. Il a le droit d'avoir des éclipses. Voilà. Bien sûr. En tout cas, et Ramos, c'est pareil. Ramos, c'est pareil. Ramos, ma passion absolue. En tout cas, on remercie Sud Radio et on remercie bien sûr toute l'équipe du rugby et on remercie bien sûr Antoine Dupont d'avoir été avec nous. Juste pour vous dire que nous allons lancer un jeu maintenant avec Philippe David. Et puis, vous allez pouvoir gagner un séjour de 2 jours au parc Futuroscope pour 4 personnes. Donc, une nuit d'hôtel, petit déjeuner, entrée au parc pour les 2 jours et accès au spectacle nocturne. Alors, on vous le dit tout de suite, ça va se passer dans quelques instants, puisque donnez-moi un chiffre entre 0 et 10, Philippe David. Oh bah tiens, on va prendre le numéro 10. Allez, numéro 10, 0826 300 300, numéro 10. Vous avez 10 minutes, pas plus. Et bonne chance à vous. Allez, le sommaire de cette émission. Dans un instant à 17h30, l'effroi et la tristesse à Longjumeau, en Essonne. Le corps de Louise, 11 ans, a été retrouvé sans vie, poignardée à plusieurs reprises alors qu'elle se rentrait du collège vendredi. Un drame qui fait suite à de nombreux faits d'agression au couteau. Alors parlons vrai. Est-ce que notre pays est devenu un coupe-gorge ? Et à cette question, Longjumeau, Damary-Lélis, faut-il avoir peur pour nos enfants ? Vous dites oui à 92%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h40, un sommet sur l'intelligence artificielle s'est ouvert donc le 6 février dernier à Paris. Emmanuel Macron annonce 109 milliards d'investissements pour le développement en France. Alors parlons vrai, est-ce que vous pensez que l'arrivée de l'intelligence artificielle a été négligée par nos pouvoirs publics ? Et à cette question, IA, la France peut-elle peser dans le monde ? Vous êtes très pessimiste puisque vous dites non à 86%. Vous voulez réagir encore et toujours, le 0826 300 300. Julie Hardy sera avec nous, partenaire global de The Brandtech Group, qui est leader mondial des solutions marketing digitales. On vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et pour parler intelligence artificielle, Philippe Bilger sera avec nous. Voilà, donc, j'espère que je ne suis pas l'adjectif. Pas du tout. Intelligence naturelle. Naturelle, mais vous savez que sans ne vous blâmez pas trop, mon cher Philippe. Non, c'est pas ça, c'est que ça allait arriver à moi. Il a dit vous, parce que je sais très bien qu'est-ce qu'il allait dire après en suivant. Ah non, mais vous me faites un procès d'intention. Oui, c'est pas votre genre du tout. Ah, c'est pas le genre de la boutique, non ? Qu'est-ce qui joue bien, le mec qui... Oui. Pas du tout. Non, mais je suis outré. Totalement outré. En tout cas, ça ne nous empêche pas de saluer Françoise Degois. Bonsoir, chère Françoise. Qui est une intelligence supérieure. Super, mais bien sûr. De toute façon, nous, on est Pyrénéens. Donc, comme Antoine Dupont, je vous rappelle que là, il y a une triplette 65, si vous voulez. Et on a tout pris. Jean-Christophe Couvi est avec nous, secrétaire national du syndicat Police Unité. Bonsoir, Jean-Christophe. Bonsoir. Et quand est-ce que vous nous chantez une chanson des Pyrénées alors, on y va. Aquelos montaños que Vous voyez comment les pauvres halte là, les montagnards, halte là, les montagnards sont là, les montagnards sont là. Ça tombe bien parce que François Denim aussi. Bonsoir François, bravo les amis. J'entendais les cloches qui sonnaient comme chez les vaches. François, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir à tous. Notre vraie voix du jour et votre coup de gueule sur l'IA qui veut récupérer les cerveaux français.
Ah, tout à fait, parce que l'IA ne serait rien sans les cerveaux humains, on est bien d'accord, tous, je présume. Non, absolument. Donc, ce qu'il faut faire, parce qu'en France, en tout cas, pour l'instant. Non, mais on a beaucoup de cerveaux en France, hein, notamment on a été les numéros 1 mondiaux au niveau des jeux électroniques, au niveau des jeux de création de jeux, on a été les premiers. Ça veut dire qu'on a quand même une souche, on a un vivier français qu'il faut garder absolument. Alors moi, ce qui m'énerve, c'est que les gens ils peuvent partir à tout moment après à l'étranger. Ce qu'il faudrait, que c'est le ministère. On a un ministère de la partie numérique en France. Oui, absolument. Bon, il faudrait qu'il fasse quand même son travail un peu, c'est-à-dire recruter les jeunes au plus tôt, les former, payer toutes leurs études intégralement, et à la fin qu'ils deviennent fonctionnaires ces jeunes. S'ils veulent partir, ben ok. S'ils veulent partir, ben, il va falloir qu'ils dédommagent la France par rapport aux études qu'ils ont crues. Et puis après, si par exemple les États-Unis les rapatrient chez eux, on fait payer une taxe, comme a fait Trump. Ouais, pareil. On va faire tourner. C'est la ministre Claire Chapaz. C'est une proposition à faire de dire comment on peut garder ces cerveaux en France, Philippe. Oui, mais ma chère Cécile, j'ai cru comprendre qu'on allait traiter le sujet. Et j'ai si peu de choses à dire. Que vous allez les garder pour vous. Je vais le garder. Ah, d'accord. Françoise Devois. Par ailleurs, moi je suis d'accord avec notre ami de Nîmes, vraiment, parce que c'est vrai que François, on a vraiment creusé, on a des intellectuels et des chercheurs de très haut niveau en fait en France. Après le remboursement, tout ça, non, mais ce qu'il faut, c'est que un investissement massif, et pas simplement d'ailleurs de la France. Il faut que l'Europe investisse de façon énorme pour avoir véritablement des générateurs d'IA qui nous n'avions pas à la merci des Américains ou des Chinois. Ouais. Jean-Christophe. En fait, effectivement, on a des hommes ressources, sauf que derrière, c'est comment on peut faire pour les faire rester en France sur le territoire. Et c'est vrai que les États-Unis, c'est tentant, ils mettent des moyens sur la table. Vous avez des laboratoires, vous avez de l'argent, des salaires, une vie, des conditions de travail que vous n'avez peut-être pas encore en France. Et c'est pour ça que vous êtes attirés pour aller à l'étranger. Mais là, on parle de l'IA, mais il n'y a pas que l'IA. Hein. Il y a beaucoup de pans dans la société, dans le privé, où effectivement les chercheurs français, à un moment donné, traversent l'Atlantique parce qu'ils ont des meilleures conditions de travail et de salaire. Et la bonne nouvelle, hein, François, c'est qu'il y a plein de gens qui montent des start-up en France et qui restent parce qu'ils veulent que cette souveraineté reste française. Je suis d'accord avec vous, mais je pense notamment en parlant de tête à Esther Duflo, que j'avais eu la chance de rencontrer au tout début au MIT. Elle n'est pas encore prix Nobel et c'est exactement ce type de cerveau que nous devons garder. François, merci en tout cas d'être là avec nous. Il est bien, François. Oui, il est très bien, François. Ouais, je sens qu'il va nous poser des soucis. Oui, ou le en fait, c'est comme ça qu'on les sélectionne. Hein. C'est pour vous bousculer, mesdames et messieurs. Le réquisitoire du procureur va-t-il nous bousculer ? J'ai parlé de Richard Ferrand. Très bien. Et dans un instant, quoi qu'il en soit, 0826 300 300, vous les partagez et débattre avec nos vraies voix du jour. Vous êtes les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe David. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, on vous souhaite la bienvenue. Nous n'avons pas gagné au rugby ce week-end, mais nous avons gagné Philippe Bilger aujourd'hui, Françoise Degois et Jean-Christophe Couvier. Alors là, on ne pense pas en ce qui me concerne. Si, c'est sûr. Un point, quelle terrible frustration. Non, mais le crunch, l'important, c'est le crunch. Bah ouais, c'est le crunch. La tête des roast beef derrière. Là. Et on ne peut même pas parler de l'arbitrage. Ah bah non, mais là, je n'ai aucun reproche. Alors, il a un nom très compliqué à prononcer. Il est géorgien. Il a été excellent. Autant M. O'Keefe avait été honteux en quart de finale contre l'Afrique du Sud, autant là, il n'y avait rien à dire. Ah bah je suis rassuré. On refait les mais non, je suis toujours objectif dans ce domaine. Non, mais on n'a pas besoin de passer de l'autre côté du cheval non plus, Philippe. Il y avait plein de hors-jeux qui n'étaient pas sifflés sur les molles, c'était une catastrophe. Non, arrête, O'Keefe, on ne recommence pas là-dessus parce qu'on fait toute l'émission là-dessus. On est en rage encore. On est en rage. En tout cas, moi j'applaudis dès demain l'équipe de France, quoi qu'il en soit. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu, Félix Mathieu, qui n'est pas venu pour le crunch, mais avec du chocolat. Les 3 mots dans l'actu dans un instant. Oui, on va parler du sommet de l'intelligence artificielle à Paris, du procès de l'attentat de la basilique de Nice avec l'accusé qui se présente comme amnésique, et puis de Donald Trump qui croit dur comme fer à son plan immobilier pour Gaza. En 3 mots, intelligence, amnésie et plan. Et ce sera dans un instant. En attendant, la voix est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur.
Philippe Bilger. Et c'est sur l'éventuelle nomination de Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel que vous voulez requérir monsieur le procureur. Alors Richard Ferrand est un homme que j'ai croisé, que je sais très fin, très intelligent. Il a fait très peu de droit, mais ça c'est pas un obstacle fondamental pour être président du Conseil constitutionnel. Mais Emmanuel Macron avait le choix entre trois personnalités. Richard Ferrand, Bruno Lasserre et une troisième dont j'ai oublié le nom. Dupond-Moretti, dont on parlait. Non, mais je la retrouverai toute. Qui ? Non, Dupond-Moretti, c'était une blague, c'était pour vous énerver en fait. Et donc, apparemment, Emmanuel Macron a décidé de choisir Richard Ferrand et il est très critiqué par des juristes et des essayistes, notamment de bords différents, disant il faut non seulement que la nomination soit juste, mais qu'elle apparaisse juste. Et on reproche à Richard Ferrand et à Emmanuel Macron donc de se choisir alors que ils sont très proches l'un de l'autre et qu'on peut craindre que Richard Ferrand soit animé par des ambitions un peu délétères et des points de vue partisans. Moi, je ne crois pas. Mais n'empêche, je trouve que c'est un peu une maladresse de la part d'Emmanuel Macron, qui a tendance à proposer des nominations dont il sait qu'elles vont créer des problèmes, de l'émoi, mais il s'en moque. Françoise Legois. Écoutez, moi j'ai l'impression que tous les présidents du Conseil constitutionnel ont été nommés de cette manière-là. Je ne vois pas de différence majeure entre le duo Richard Ferrand, Emmanuel Macron et François Hollande, Laurent Fabius. Je vois pas François Mitterrand, Robert Badinter. Et puis Jacques Chirac, je crois, et Jean-Louis Debré. Est-ce que c'est sous Chirac? Ou alors François Mitterrand et Roland Dumas. Bien sûr. Ah non, mais c'est une grande différence parce qu'ils n'ont jamais fait la carrière des présidents qui les ont nommés. Mais oui, je suis d'accord avec vous. Ce que je peux reprocher, c'est dans ce moment-là, en fait. On serait dans une séquence politique normale, un quinquennat avec une majorité, etc. Ça passerait crème. En réalité, on se poserait pas de questions. Là où je vous rejoins, c'est que c'est dans ce moment-là qui est extrêmement trouble, où on ne sait même pas quelles sont les intentions d'Emmanuel Macron. Vous savez quand même que Richard Ferrand, c'est quand même celui qui plaidait en coulisses pour la possibilité pour le président de la République de refaire un 3e mandat consécutif, ce qu'interdit la Constitution. Donc on peut avoir des doutes aussi là-dessus. Donc sur les faits, moi je vois pas de différence, mais c'est dans le moment que je vous donne raison. Il est tellement roué, Ferrand, et tellement politicard que là je vous donne raison, oui. Moi, j'ai eu l'honneur de rencontrer un président de Conseil constitutionnel qui venait souvent à la maison, qui s'appelait Yves Guéna, qui était maire de Périgueux à l'époque, député maire, ancien ministre, qui a écrit la Constitution aussi. Et donc, c'est vrai que dès lors qu'il a été nommé président du Conseil constitutionnel, il a pris le recul nécessaire parce qu'il s'est considéré comme étant un sage. Et en fait, le Conseil constitutionnel, au départ, effectivement, ce sont des sages. Et donc, ils doivent prendre la distance politique qui s'impose. Là, si c'est un président en mission, effectivement, ça poserait problème. Si maintenant, c'est effectivement avoir des sages qui doivent vraiment être garants de la Constitution. C'est important aussi pour nous, dans un pays démocratique, d'avoir ces personnes-là qui prennent la distance nécessaire avec le politique. Peut-être qu'il va nous étonner en bien, Ferrand. Moi, je me souviens que Jean-Louis Debré, vraiment, c'était le cancre de la classe. Hein. Honnêtement, Jean-Louis Debré, c'était le cancre de la classe en tant que député, même en tant que ministre. Honnêtement, moi, je trouve qu'il s'est révélé. Il a pris de la puissance. Vous trouvez, François? Moi, je trouve qu'il a été mauvais tout le temps. Ah bon? Allez, pardon les amis. Il avait un secrétaire général exceptionnel. Moi j'aime Pierre Mazot, de toute façon. Les trois mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont intelligence, amnésie et plan. L'intelligence artificielle sur la table des discussions au sommet de Paris. Objectif pour la France et l'Europe, se placer sur la carte de la 4e révolution industrielle. L'amnésie est le déni de l'accusé au procès de l'attentat de la basilique de Nice. L'attaque au couteau avait fait 3 morts en 2020. L'homme de 25 ans affirme ne se souvenir de rien. Et puis les annonces du jour de Donald Trump, ça va devenir un peu une habitude. Des Palestiniens interdits de retour à Gaza, dit-il, si son plan était mis en œuvre. Tout autre sujet, il annonce une taxe de 25% sur l'aluminium et l'acier entrant aux États-Unis. Les vraies voix Sud Radio. Mais d'abord, cette double arrestation concernant le meurtre de Louise, cette jeune fille de 11 ans retrouvée sauvagement poignardée à Longjumeau dans l'Essonne alors qu'elle rentrait du collège vendredi. Un homme de 23 ans vient d'être arrêté ainsi qu'une femme de 55 ans pour non-dénonciation. On en reparle dans quelques minutes sur Sud Radio avec le grand débat des vraies voix.
Et venons-en à ce sommet de l'intelligence artificielle à Paris. En matière d'intelligence, la France disposait déjà des vraies voix, évidemment, sur Sud Radio. Mais où en est-on effectivement du côté de l'intelligence artificielle? Emmanuel Macron annonçait hier soir. Merci Françoise. N'en faites pas trop non plus quand même. Emmanuel Macron annonçait hier soir donc 109 milliards d'euros. Emmanuel Macron, moi je me demande. Peut-être qu'il est artificiel aussi. En tout cas, artificiel ou pas, il annonce donc 109 milliards d'euros d'investissement privé pour développer l'IA en France. Le Stargate à la française, pour reprendre le nom de ce projet américain. À l'échelle européenne aussi, 60 entreprises annoncent s'allier pour faire du vieux continent un leader mondial de l'intelligence artificielle. Alors l'Hexagone a-t-il vraiment une place entre ces géants américains et chinois? Eh bien oui, nous répond Gilles Babinet, coprésident du Conseil national du numérique. Quand vous allez dans les laboratoires d'intelligence artificielle un peu partout dans le monde, à New York, à Palo Alto ou ailleurs, vous êtes surpris. C'est vraiment très frappant de voir le nombre de Français qui sont présents et souvent dans la part de réflexion qui est vraiment la plus ardue. C'est là où on excelle. C'est le plus dur à faire en fait. Trouver de l'argent, c'est évidemment difficile, mais réussir à créer une école d'excellence qui vous crée des gens qui sont vraiment d'un niveau tout à fait supérieur, ça c'est très très difficile et on en dispose. 300 milliards d'euros. Le coprésident du Conseil national du numérique, Gilles Babinet, au micro de Jean-Jacques Bourdin dans le Grand Matin Sud Radio. Ce sommet de Paris sur l'intelligence artificielle accueille le vice-président des États-Unis, Mike Pence, le vice-premier ministre chinois aussi, le créateur de ChatGPT ou encore le directeur général de Google. En revanche, ni Elon Musk ni le fondateur de l'IA chinoise DeepSeek ne seront de la partie. Deuxième mot, amnésie. Au procès de l'attentat de la basilique de Nice, l'accusé affirme ne se souvenir de rien. Oui, l'attaque au couteau avait tué 3 personnes en octobre 2020. L'accusé de 25 ans de nationalité tunisienne encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Mais à l'audience, il se présente comme amnésique. Insupportable pour l'avocat de l'époux d'une des victimes. Maître Philippe Soucy dénonce une supercherie. C'est un choc pour les parties civiles. Elles sont confrontées aujourd'hui à un système de défense complètement dingue. L'accusé a une position de déni absolu qui consiste à dire la photo que vous me montrez et dont vous me dites qu'elle est de moi, eh ben c'est pas moi sur la photo. Là, on dépasse le système de défense, on entre dans la supercherie la plus totale. Une sorte de bras d'honneur qu'in fine, après l'acte djihadiste qu'on commet, on poursuit le djihad dans le box et on vient voler le procès aux parties civiles. Du côté de la défense, en tout cas, maître Martin Méchin se dit persuadé que son client ne se souvient effectivement pas de l'attentat. Consécutivement, notamment aux opérations qu'il a subies, aux anesthésies générales qu'il a subies, les experts ont conclu à la présence d'une amnésie irréversible. Je cite les experts, une amnésie irréversible. Moi, en m'entretenant avec lui, j'ai l'impression, mais encore une fois, je ne suis pas médecin ni expert, j'ai l'impression qu'il ne comprend pas les enjeux de ce procès, qu'il ne comprend pas l'enjeu de ce dossier. Propos recueillis par l'agence France Presse à la cour d'assises spéciale de Paris. L'accusé comparaît pour les 3 assassinats évidemment, mais aussi pour 6 tentatives d'assassinat sur d'autres personnes. C'était donc le 29 octobre 2020 à la basilique de Nice. Mais c'est un peu bizarre, Philippe Bilger. Moi j'ai lu dans des médias qu'il avait eu sa famille au téléphone. Il était sur écoute et il disait qu'il assumait totalement son geste. Alors c'est bizarre quand on se souvient de rien après, non ? En même temps, j'ai connu des accusés qui, sans mauvaise foi, disaient ne plus se rappeler. Alors il y a un déni qui est une pure stratégie judiciaire. Il vaut mieux, certains considèrent qu'il vaut mieux ne pas avouer, et d'autres, en revanche, ont tellement honte de ce qu'ils ont commis que c'est un déni psychologique, qu'ils l'enfuient. Mais lui, je ne sais pas du tout. Moi non plus, je ne sais pas, franchement. J'ai des gros doutes, mais en même temps, voilà, présomption de... Maintenant, on va faire de la présomption d'amnésie. Voilà. Ouais. Non, pour moi, c'est des personnes qui n'assument rien. Je peux vous dire que l'islam radical et les terroristes, notamment, quand on va les interpeller au petit matin, les copains du RAID et de la BRI nous le disent, ils sont tellement braves qu'ils se cachent derrière leurs femmes. Voilà, c'est-à-dire que le premier truc qu'on rentre dans les appartements, c'est leurs femmes qui servent de bouclier, disent non, tirez pas. Et après, c'est eux qui vont les tuer des gens dans la rue. Moi, j'ai zéro pitié et j'espère qu'il va prendre le maximum. Et le troisième mot, plan, celui de Donald Trump qu'il continue à développer pour Gaza. Oui, il y croit dur comme fer. Le président des États-Unis a son idée de réaménagement sans les actuels habitants qui seraient envoyés en Jordanie ou en Égypte. Il en dit même un peu plus, affirmant que les Gazaouis n'auraient pas le droit de revenir sur place. No, they wouldn't because they're going to have much better housing, much better. In other words, I'm talking about building. Non, parce qu'ils auront de bien meilleurs logements, bien meilleurs. Je parle de construire un lieu permanent pour eux, car s'ils doivent rentrer maintenant, il faudrait des années avant de pouvoir le faire. C'est pas habitable. Je parle de commencer à construire et je pense que je pourrais passer un accord avec la Jordanie. Je pense que je pourrais passer un accord aussi avec l'Égypte. Vous savez, nous leur donnons des milliards et des milliards de dollars par an. Voilà Donald Trump qui continue à multiplier les déclarations, comme un peu chaque
chaque jour depuis son retour aux manettes, avec également cette annonce sur le plan économique, des droits de douane de 25% sur tout l'acier et tout l'aluminium arrivant sur le marché des États-Unis. Donc qu'il se taise vraiment, parce que s'il veut emmener là, de toute façon en plus de ça il perd tout son crédit, parce que finalement il trompette et il recule. Regardez, les États-Unis les Canada réagit, donc Trump est obligé de reculer. Et vraiment, qu'est-ce que emmener ce pays dans la d'où tu décides toi que tu enlèves quelqu'un de sa terre où il est là depuis des millénaires, et tu vas le réinstaller, le remigrer comme veut faire, tu vas le remigrer en Égypte ou en Jordanie. Enfin, c'est délirant même qu'on laisse même diffuser ce genre de propos. C'est délirant en fait, je pense. Merci beaucoup Félix, Mathieu. Vous restez avec nous dans un instant. Yves, vous êtes avec nous? Yves? Oui, bonjour Christine. Bonjour Yves. Yves, vous pensez que vous avez gagné ou pas? Écoutez, je pense que j'ai eu un petit indice de la part de Aude il y a 2 minutes. Donc vous bougez pas. Je dirais que oui. La réponse dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Vraie Voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix tous les jours de 17h à 19h, justement, parce que si de 19h à 19h, vous n'avez pas parlé beaucoup. Avec Philippe Bilger aujourd'hui, Françoise Degois, Jean-Christophe Couvi et bien entendu Philippe David. Et nous avions Yves en ligne. Yves, comment ça va Yves ? Mais ça va très bien, Cécile, je vous remercie. Écoutez, très bien. Alors Yves, on vous a laissé un peu de suspense, mais il n'y a pas vraiment de suspense parce que vous avez gagné, puisque vous êtes la 10e personne au standard. Alors écoutez bien Yves, ce que vous avez remporté. Vous avez remporté un séjour de 2 jours au Futuroscope pour 4 personnes. 4, c'est énorme. Nuit d'hôtel, petit déjeuner, entrée au parc pour les 2 jours et accès au spectacle nocturne. C'est super. La semaine commence bien. Voilà, c'est la classe, dis donc. Clairement. C'est le Noël du février. Pourquoi on n'a pas le droit de jouer, nous Vous pouvez, mais d'une cabine, Françoise. D'une cabine téléphonique. Si vous trouvez une cabine, faites-moi signe. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu. J'adorais les cabines, moi. Vous vous souvenez, place de 5 francs, 1 franc. C'est ça. Et puis alors ça tombait, il n'y en avait plus de pièces. On avait les cartes de société pour téléphoner avec quelqu'un. Les cabines. On appelait son amoureux dans la cabine téléphonique. C'était trop bien. Bisous, je t'aime. Voilà. Et ça tombait. Yves, vous faites quoi dans la vie? Je suis conseiller clientèle. Très bien. Dans quoi? Aux impôts. J'aide les artisans coiffeurs à développer leur entreprise. En fait. Très bien. Je vous envoie Couvi et Philippe David. Le danse des postiches. Tout là, c'est un métier où ils coupent pas les cheveux en 4, c'est sûr. Si vous avez des éponges, ça les arrange. En tout cas, Yves, on est très heureux de vous avoir remporté ce très beau cadeau au Futuroscope. Vous y êtes déjà allé ou pas? Il y a bien longtemps. C'est génial. Vous régalez. Ça a vraiment changé, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Vraiment, nous, c'est l'un de nos parcs préférés. Merci Yves d'avoir joué avec nous. En tout cas, on vous fait des gros bisous. Et envoyez-nous des cartes postales ou des selfies ou des trucs. Pas de souci, on le fera avec grand plaisir. On vous embrasse. Passez une très belle journée et dans un instant, on va revenir sur Louise, 11 ans, poignardée à mort, et en Seine-et-Marne, vous savez, la jeune fille blessée, qui a été blessée, tuée au couteau après. Non, je suis en train de tout mélanger, pardon, parce qu'on m'a écrit 2 choses totalement différentes. On va revenir, sur Louise, 11 ans, poignardée à mort, Philippe. Ah oui, en Seine-et-Marne. Et on se rappelle aussi qu'il y a eu une rixe, et il n'y a pas d'autre mot, entre 2 équipes de football, avec un coup de couteau qui a été mis, le jeune qui a pris le coup de couteau, justement, son pronostic vital est engagé. Et est-ce que vous avez peur dans votre vie de tous les jours, vous et Longjumeau, Damary-Lélis, faut-il avoir peur pour nos enfants? Venez nous donner votre avis, 0826 300 300. Philippe Bilger. Je n'ai pas peur dans ma vie quotidienne, parce que je pense que malgré ce qu'on dit, Paris est plus sûr que ces localités que vous venez d'évoquer. Ce qu'il y a de dramatique, c'est évidemment la présence de plus en plus fréquente d'un couteau dans les poches de tel ou tel, sans qu'on puisse évidemment deviner si ce couteau est utilitaire ou destiné à des fins délictuelles ou criminelles. Je comprends que des gens aient peur. Moi, j'ai le sentiment de vivre dans un espace relativement tranquille. Je ne suis pas obsédé par ma propre sécurité, mais parce
que je me ressens profondément privilégié là où je suis. Mais je comprends totalement les citoyens, comme probablement des habitants de ces villes-là, qui ont peur. Alors, je ne sais pas si on sait si c'est un couteau ou pas. On sait que c'est quelque chose de tranchant. Pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'on sache ce que c'est. Oui, après, moi, je comprends tout à fait ce sentiment-là. Après, la réalité des chiffres, elle n'est pas celle-là. Elle n'est pas, nous ne sommes pas. Et c'est vrai que quand Éric Dupond-Moretti a dit cela, il s'est fait hacher menu, mais il avait tout à fait raison de dire que la France n'est pas un coupe-gorge. C'est malgré la puissance vraiment des drames, quels qu'ils soient, de l'agression à la mort. Voilà, la réalité, si vous voulez, dans un pays de 67 millions d'habitants, la France n'est pas New York, c'est pas les rues de Chicago dans les années 30. Voilà, c'est aujourd'hui, Paris est plus sûr que New York. Moins sûr que New York, à mon avis. Pour être allé dans les deux villes, alors là, New York à l'époque de Giuliani, en tout cas. Giuliani, New York se dégrade terriblement. Il y a longtemps. Moi, je suis allé il y a 12 ans que j'y suis allé. Et je peux vous dire qu'en 14 ans, on était hyper tranquille. Mais je vous assure que c'est terminé. Depuis 2-3 ans, le centre-ville de New York est devenu pas un coupe-gorge, mais en tout cas un endroit très peu sûr, y compris Manhattan. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je comprends profondément, je suis comme Philippe, je comprends profondément l'angoisse qu'il peut y avoir, parce que surtout ça touche des ados, que ce soit les agresseurs ou que ce soit les gens qui sont tués. Donc je comprends cette angoisse, il faut absolument la traiter, il faut traiter ce sujet. Mais je ne veux pas en faire quelque chose qu'il n'est pas. Moi je suis pas d'accord, parce que aujourd'hui la France, c'est 1000 agressions par jour. Ça a complètement augmenté. On voit bien que les jeunes, alors on nous sort des statistiques effectivement nous disant que la jeunesse, la violence de la jeunesse augmente, mais le nombre recule. Je suis désolé, aujourd'hui, quand on voit effectivement ces jeunes qui sont complètement désinhibés par la violence, parce que pour eux effectivement c'est renforcer la réputation, c'est occuper un territoire, c'est faire peur, c'est ce manque d'acceptation et d'accomplissement qui fait qu'eux ils ont un couteau. Et qu'aujourd'hui, dans certains quartiers, dans certaines fratries, vous réglez votre problème, parce que quand vous êtes un homme, vous réglez vos problèmes tout seul. Et vous ne passez pas ni par les parents, ni par la justice, ni encore moins par la police. Et ça, c'est problématique. Et donc, il y a deux jeunesses, moi, que je vois aujourd'hui. Il y a la jeunesse qu'on voit comme Adam Marie-Lélis, où quand on va faire du football, il y a une opération commando pour venir vous péter la figure dans les vestiaires, et un autre gamin qui était venu avec un couteau, qui plante à notre jeune. Et à côté, on a aussi Violette d'Orange, qui est arrivée hier, 23 ans, qui est intrépide, qui a fait le tour du monde. Et c'est cette France-là, moi, que j'aimerais bien mettre en avant aussi. Un côté, on a effectivement une violence qui est institutionnalisée dans des quartiers, voilà, et pas que dans des quartiers, même pas que, dans regardez, certaines familles. Et ça, il faut vraiment s'emparer de ce problème-là, parce que moi, l'insouciance qu'on a connue quand on était jeune, moi, je pense à mes enfants et à d'autres enfants. Aujourd'hui, ils ne l'auront plus, parce qu'on va avoir des parents qui sont tétanisés par la peur, par les enjeux. Et ils vont fliquer leurs gamins pour savoir où ils vont, avec qui ils vont. Et ça, je trouve ça dommage quelque part, mais voilà où on en est aujourd'hui. Pour reprendre Jean-Christophe Couvi et une phrase célèbre de Roger Giquel aux 20h il y a plus de 40 ans, est-ce que la France a peur? Est-ce que vous avez peur dans votre vie de tous les jours? Venez nous le raconter au 0826 300 300. On entendait des témoignages, Philippe Bilger, de parents qui disaient alors je vais donner un téléphone à mes enfants, à 11 ans, personne normalement n'a de téléphone, et ils veulent aussi leur mettre ce qu'on appelle des AirTags, c'est-à-dire que c'est ce que développe en tout cas Apple, pour savoir retrouver votre valise. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui ils veulent les tracer avec de savoir exactement où ils sont. On en est là quand même aujourd'hui. Oui, alors comment dire, à la fois je comprends profondément l'inquiétude de chaque citoyen qui vit dans des espaces, comme on dirait, insécures. Mais en même temps, je suis persuadé que la meilleure manière, non pas de pacifier la société, c'est pas comme ça qu'on le fera, mais de ne pas la faire exagérer l'insécurité dont elle a déjà à subir les effets au quotidien, c'est d'en parler tout le temps et de coaguler une multitude de transgressions qui se déroulent sur toute la France. Et il faut à la fois comprendre et en même temps ne pas exploiter. Et ça, c'est pas facile. Je suis d'accord, parce que c'est vraiment la ligne de crête que nous n'arrivons pas à tenir, la plupart de nous tous, d'ailleurs commentateurs et surtout médias. C'est-à-dire qu'on en parle parce qu'il y a le projecteur dessus. Et c'était très bien que Philippe David rappelle La France a peur. Et La France a peur, ça a 40 ans. Donc, un peu plus, 1976. Oui, tu as raison, donc c'est Patrick Henry, en fait, La France a peur. Donc on est quand 49. Même... Bon, voilà, il y a depuis tout le temps, ça s'invite, et il y a le projecteur. Je ne dis absolument pas que ça n'existe pas, ça n'est pas ce que je dis. Et moi, ce qui m'intéresse avec Jean-Christophe, parce que la première fois qu'il était venu, ça m'avait frappé son discours sur comment il y a, quand on arrive à cela, à l'extrême violence, mais comment est-ce qu'on peut arriver, et je reprends un mot de quelqu'un que j'adore, qui est Jean-Pierre Chevènement, qui avait fait scandale à l'époque,
l'époque, ministre de l'Intérieur de Lionel Jospin. Comment est-ce qu'on peut arriver à détecter en réalité les sauvageons et les empêcher finalement de devenir véritablement des sauvages? Ça, c'est un vrai sujet. On a des détecteurs, en fait. Déjà, ça commence à l'école. Et souvent, le point commun de ces gamins qui ont des couteaux, c'est qu'ils sont aussi déscolarisés. C'est parce qu'il n'y a pas un suivi, il n'y a pas d'obligation. On manque de rigueur, en fait, en France. Il n'y a pas de cadre. Mais l'an dernier, je vous pose la question, 18 élèves de primaire ont eu des couteaux saisis dans leur cartable ou dans leurs vêtements. On peut pas dire qu'on manque d'autorité face à un gamin de 8, 9 ou 10 ans, Jean-Christophe Couvi. Il y a quand même une responsabilité des parents. Mais oui, encore une fois, c'est le cadre et on va le répéter, mais c'est à la racine qu'il faut prendre. Moi, je pense pas qu'un gamin naisse violent. Voilà, c'est son environnement, c'est son éducation, c'est tout ce qui le construit entre guillemets vers la délinquance et la violence. C'est là-dessus qu'il faut agir. Après, moi, je veux dire encore une fois, effectivement, on parle de sentiments, on nous dit oui, mais non, faut pas faire peur aux gens. Moi, on a tous autour de nous des exemples. Il n'y a pas si longtemps que ça, moi j'ai une fille des amis qui va à Bordeaux, elle prend un appart à Saint-Michel, je lui dis surtout ne va pas là-bas, qu'est-ce que t'as fait? Et c'est pareil, ils sont, je veux dire, ils nous disent mais non, mais c'est bobo, ça se reconstruit, etc. Premier week-end où elle est restée, elle s'est fait agresser par 2 racailles. Voilà, premier week-end. Et du coup, je lui dis mais il faut bouger de là. Et c'est très compliqué parce qu'en fait, on a envie de rester, de se dire mais bon sang, on a le droit de vivre dans le quartier qu'on veut, mais en fait la réalité vient de nous tamponner et on se dit on n'a pas le choix. Si on veut que nos enfants ne rencontrent pas ces problématiques tous les 4 matins, eh bien on est obligé nous aussi d'aller dans des ghettos entre guillemets. Et donc on ghettoise. Donc on se ghettoise pour se protéger. Non, mais c'est bien. Mais parce qu'on fait pas le ménage en fait. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir cette mécanique parce que je sais qu'il y a tellement de politiques. Je vous interromps, mais il y a eu une politique de mixité sociale au centre-ville de Marseille qui a plus ou moins bien réussi, mais qui a plus réussi que moins bien. Mais ça, c'est des volontés politiques. Et c'était Gaudin, et avant lui, c'était bien sûr les maires précédents. Donc il y a gauche ou droite d'ailleurs qui se sont succédés dans cette idée-là de faire de la mixité. Et je trouve que véritablement, c'est ça la clé en réalité. C'est vachement bien ce que vous expliquez comme processus. C'était on laisse les ghettos et nous-mêmes on se ghettoise dans ces endroits de bobos en fait. C'est normal, on se ghettoise. On fait un peu comme les Américains aujourd'hui. C'est-à-dire que dans certaines villes, on laisse le centre-ville à la délinquance. C'est ce qui se passe. Et on va habiter dans des villes dortoirs où ils sont super sécurisés avec des caméras, etc. Parce qu'on achète notre tranquillité. Et donc c'est aujourd'hui ce qui se passe. Vous allez dans des villes moyennes. Moi, je suis de Périgueux. Je vois Périgueux comment c'est en train de devenir. Et ce qui est fou, c'est que les quartiers comme le Gour de l'Arche ou les Vigneaux, qui étaient à une époque vraiment une zone un peu de non-droit, il y a eu des faits il y a eu des destructions de tours. On a construit des maisons, on a pacifié tout ça. Et effectivement, ça marche bien. Et contrairement à ce qu'on a vu, c'est que maintenant la délinquance elle stagne dans le centre-ville, vers les gares, etc. Et elle empoisonne la vie du quotidien. François, dans un instant, mais Philippe Bilger, est-ce que là, on voit que ça pourrait être un jeune homme de 23 ans avec une femme de 55 ans qui pourrait être sa mère, qui visiblement pourrait aussi le protéger. Il y a aussi quelque chose à faire au sein des familles. Parce que quand vous avez un élément, quel que soit dans votre famille, où vous sentez qu'il y a un gros problème, il y a beaucoup de gens qui ne font rien en fait. Vous avez totalement raison et souvent on a abordé le problème de la responsabilité des parents. Autant je suis réservé pour pénaliser des parents qui font ce qu'ils peuvent au prétexte qu'ils ne seraient pas de bons éducateurs comme s'il est facile de l'être. Autant à la limite je ferai un partage contre les parents qui laissent matériellement leurs enfants faire n'importe quoi. Prenons l'exemple, on ne laisse pas traîner un enfant de 11 ans dans la rue à 3h du matin, par exemple. C'est un exemple. Si on avait la certitude que ses parents ont cette pratique, là, je ne serais pas gêné par une pénalisation. François, 0826 300 300, réaction de notre vraie voix du jour, François. Oui, rebonjour à tous. En fait, on a deux outils en France qui nous permettraient de redresser la barre au niveau des enfants, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir, il y a beaucoup de schizophrènes, des jeunes, et ils fument de la drogue, ils sont mélangés avec des produits très toxiques, et il y a beaucoup de schizos, et ce n'étonne pas que ce soit un schizo qui ait posé problème avec la petite. Mais on a deux outils en France, c'est l'éducation nationale et les allocations familiales. Donc l'éducation nationale, il faut donner les moyens pour qu'on rende les enfants intelligents, parce qu'actuellement on est en train de faire une réplique d'enfants qui sont vraiment mal éduqués et intellectuellement qui sont vraiment à zéro quoi. Au niveau intellect, c'est lamentable. Quand on ne sait pas écrire son nom en 6e, c'est vraiment un problème. Et la deuxième, c'est suspendre les allocations familiales quand les parents ils jouent pas leur rôle de parents quoi.
Je comprends pas. Pourquoi on laisse toujours sans suspension, sans menace? Non, à un moment donné, on a ces deux outils. Il faut vraiment investir dans l'éducation nationale pour faire les enfants au tip-top, qui sont vraiment intelligents, qui sont vraiment ouverts, d'esprit ouvert, et qui ne sont pas touchés à la drogue dès qu'ils sont dans le collège, quoi. Ils ont autre chose dans la tête, d'autres leur ouvrir des perspectives, il faut qu'ils soient plus joyeux, quoi. C'est vraiment n'importe quoi, hein. Je sais pas, on n'a pas les moyens, on dirait que c'est fait exprès pour abrutir les enfants, quoi. Bougez pas, François. On comprend la colère de François. Mais je comprends. D'ailleurs, nous ne sommes pas très opposés à ce qu'il vient de dire. Enfin, je parle de moi en l'occurrence. Mais ce qu'il y a de frappant, c'est de voir à quel point les structures qui devraient être les meilleures sur le plan de l'éducation, parfois font faillite, et donc peu à peu on reporte l'éducation et l'apprentissage des principes sur d'autres structures qui elles-mêmes deviennent impuissantes. L'école, elle ne peut pas apprendre ce que les parents n'ont pas su enseigner, et à un moment donné, c'est la justice qui condamne, à laquelle on reproche de ne pas savoir apprendre la vertu aux jeunes qui viennent contraints et forcés être jugés. Mais quand on voit les images à Damary-les-Lys, moi j'ai vu des vidéos de Larix où les mecs ils ont des battes de baseball, des barres, l'autre qui met un coup de couteau, c'est filmé. Mais moi dans un sac de foot, j'ai jamais eu un couteau. C'est quand même terrifiant, non, Jean-Christophe Couvi? Oui, mais ni une batte de baseball d'ailleurs. Mais non, mais parce qu'encore une fois, on a un déni des hommes politiques. Alors aujourd'hui, ils sont obligés de faire le constat. Alors quand on parlait de sentiments, je suis désolé, encore une fois, c'est pas des sentiments. Les gens ils vivent dans le réel. Et d'un côté, on a le discours politique qui nous dit ce que vous voyez, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Et vous êtes dans le réel, vous dites mais c'est en face de moi, dans mes yeux, en bas de ma rue. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Une fois qu'on commente, c'était vieux, il a bien changé. Bien sûr, il y a très longtemps. Encore une fois, on a des statistiques quand on nous dit oui, mais regardez la réponse pénale, elle est à 94%. Mais non, mais le classement sans suite, c'est une réponse pénale. Donc en fait, dans les statistiques, on dit tout n'importe quoi. Ce qui devrait pas être une réponse pénale. Mais non, en fait, on va pas dans le fond du sujet. Le fond du sujet, c'est quand vous bâtissez une maison, si vous commencez à mettre des murs qui sont pas droits, la première rangée, deuxième rangée, après tout sera, l'édifice sera. Donc c'est le point de départ. C'est le point de départ. Encore une fois, c'est l'école, c'est l'éducation des parents, c'est la famille. C'est casser un peu aussi cet esprit tribal dans certains endroits où c'est la tribu, donc la famille qui règle ses comptes et qui passera pas par l'État public. Enfin, c'est casser un peu tout ça, je veux dire. Et effectivement, ça demandera du temps. On va pas y arriver en claquant des doigts, mais ça demande une volonté politique. Alors aujourd'hui, on est dans le mur. Effectivement, on se dit bon ben voilà, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? On parle de sujets d'autres, etc. Mais en fait, encore une fois, ce qu'il faut, c'est oui, la prévention, mais surtout, c'est que tout de suite, il faut que la justice puisse punir. Non, c'est pour ça qu'on demande des courtes peines. Attention, les courtes peines, c'est juste pour permettre aux gamins d'être dans des bonnes conditions et de réfléchir sur l'avenir qu'ils veulent avoir. Si leur avenir, c'est de passer leur vie en prison pour être des délinquants, ils auront fait ce choix. Mais au moins, ils seront confrontés, à un moment donné, au réel. Et le réel, c'est la punition qui intervient tout de suite. Merci beaucoup. François, vous restez avec nous puisque vous êtes notre vraie voix du jour. Vous allez pouvoir jouer face à nos éditorialistes du jour et j'espère pour vous remporter la médaille parce que c'est presque une médaille. C'est tous les jours les Jeux Olympiques du qui c'est qui l'a dit. Je vous le dis tout de suite. On fait une petite pause et on revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci Sud Radio pour votre diversité dans les échanges. C'est vrai que c'est une radio libre. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. On est ravis de vous retrouver avec Philippe Bilger aujourd'hui, Françoise Degois, Jean-Christophe Couvi, Philippe David, et puis vous, au 0826 300 300. Et le vous, c'est François. Ça va François ? Bonjour, ça va très bien, merci, et vous? Oui, François. François, vous savez que vous êtes forcément sélectionné pour jouer au qui c'est qui l'a dit? C'est ça. Et vous êtes sélectionné pour lancer le jingle aussi. Ok. Allez-y. C'est parti pour le quiz alors. Quiz. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Sobre, efficace, tout va bien. Efficace. François, écoutez bien, qui c'est qui l'a dit? 3 points. Vous ne serez pas remplacé par l'IA, vous serez peut-être remplacé dans votre emploi par quelqu'un qui sait utiliser l'IA. Alors ce n'est pas un homme politique, c'est un grand patron, François. Je sais qui c'est. Ah oui, c'est le patron de Free, là. Bonne réponse. Xavier Niel. Bravo. 3 points pour François. Qui c'est qui l'a dit? La France insoumise voulait supprimer le régime des auto-entrepreneurs. Ils n'en ont rien à faire. Ils veulent juste faire tomber la République. On est revenu aux purges staliniennes. François. Et c'était ce matin sur Sud Radio.
Ouais. C'est pas une dame? Non, oui, si. C'est une dame. Françoise, vous ne lisez pas le programme du jour qui est sur... Françoise. Aurore Berger? Non. Aurélie... presque. Trouvé? Aurélie Trouvé? Non. Bah non, elle est la fille. Aurélie Cherché? Non. Pas mal. Langochard? Berger? Non. Non, c'est pas. C'est Montchalin. Oh, Montchalin. Non, là, c'est possible. Vous pouviez. Ces films l'a donné, d'accord. Là, on voit les connivences. Non, mais il n'y a pas de... Je l'ai pas donné à Philippe, je l'ai dit dans le micro. Non, mais on l'a donné, mais moi je l'ai dit, Montchalin aussi. Non, j'ai pas dit la fin, j'ai dit j'ai dit aussi Montchalin. Cécile n'a dit que Montchalin. C'est 0 point. Non, mais sans blaguer. Non, 3 points. Non, je ne mettrai pas de points. Merci. Mon intégrité... Pourquoi? Parce que vous trichez. Non, Cécile a dit mon. Non, stop. En fait, il a fait le perroquet. Je l'ai donné à tout le monde, je l'ai dit dans le micro. Vous avez orienté, moi j'ai dit Montchalin, l'autre il a entendu parce qu'il est près de vous. Vous êtes deux tricheurs. Il y aurait une injustice si je n'aime pas les 3 points. Tu n'auras pas les 3 points, moi je pense. Attendez, excusez-moi. François, est-ce que vous m'avez entendu faire Monche? Moi, non, du tout. Non, vous n'avez pas... Oh là Mais si, je l'ai dit dans le micro. Non, mais là, Philippe, on arrête de tergiverser. Bon, allez, on peut avancer. Les 3 points. Question suivante. Pas les 3 points Je fais pas un Monopoly avec vous. Mais vous êtes hyper tricheur. Allez, oui. Ça me revient, oui, c'est vrai, effectivement. Ben voilà, François. Vous l'aviez dit. Non, c'est vrai, vous l'aviez dit, ça me revient là. Oui. Je l'ai dit à tout le monde, je l'ai dit dans le micro, j'ai dit parfaitement équitable. Il n'y a rien qui est équitable et donc de toute façon, allez, sujet suivant. Vous êtes d'une tricherie, c'est insupportable. C'est nul. Allez-y, Philippe. Non, c'est à vous, là. Non, j'ai pas envie. Ah bah si. Ah non, c'est ridicule. Vous êtes ridicule, en fait. Non, on est Vous dites que Philippe Bilger triche, alors que c'est pas vrai. Je l'ai dit dans le micro. Vous avez dit Monche. C'était tellement facile. Mais on a un duo exemplaire. Écoutez, je leur mets 3 points, c'est parti. Je suis désolée. Allez, faites la deuxième question. Très bien. Qui c'est qui l'a dit? On reprend. Emmanuel Macron est un président qui n'a plus d'avenir devant lui. Il est ridicule dans sa communication. Allez, je vais vous aider. Son prénom est Marion, mon cher François. Oh, ça va. Marion Maréchal. Voilà, bonne réponse de François. Arrêtez, moi j'ai plus aucun plaisir à jouer à ça. Si vous donnez les réponses, ça n'a pas de sens, enfin. Mais voilà. Allez, toi tu dis Manche, lui il dit Marion. Non, attendez, Françoise, moi je l'ai dit une fois que personne n'avait trouvé. Ça n'est pas du tout le même cas. C'est vrai. Toi t'es encore pire, évidemment. Il faut toujours, c'est Monsieur Plus. Et on ne les donne pas alors les 3 points à François, puisque vous avez donné la réponse. Quatrième question. Qui c'est qui l'a dit? Les femmes, à certaines heures de la journée, sont assignées à résidence car elles n'osent pas prendre les transports. François Hollande. Non. Tabarot. Bonne réponse de Jean-Christophe Couvi. Ministre sans délégué aucune contestation. Chargé des transports. C'est à vous. Qui c'est qui l'a dit? 3 points. Un jeune qui tue comme un adulte doit être jugé comme un adulte. François. Le Premier ministre. Non. Bruno Retailleau. Bonne réponse de Jean-Christophe Couvi. Elle l'a dit il y a quelques temps. Sarah Knafo, eurodéputé Reconquête. Qui c'est qui l'a dit? Tu lis du Sarah Knafo dans le texte, toi. Non, je blague. I'm joking. Qui c'est qui l'a dit sur l'IA? Il y a plein d'autres priorités. Que les gens aient à manger, qu'on ait un budget, qu'on sorte du capitalisme. Et ce n'est pas avec l'intelligence artificielle qu'on va le faire. Je sais très François. bien. Sandrine Rousseau. Bonne réponse de Françoise Degois. En revanche, tu lis très bien l'extrême gauche. Qui c'est qui l'a dit sur l'IA? La France et l'Europe sont à la pointe. On veut que ça nous permette d'améliorer le quotidien des Français. Emmanuel Macron? Non. Allez-y. Si c'est pas Emmanuel, François Bayrou? Non. Gilles Babinet? Non. Le début du nom. Un ministre. Ah mais ça doit être celui de ministre quelconque. Runacher, non. Que Philippe Bilger a déjà dit qu'il l'aimait beaucoup. Non. Marleix. Non, Marleix, c'est pas ministre. Il a une grande famille de... Barreau. Bonne réponse de Françoise Degois. C'est marrant, personne râle là. Il a une grande famille, c'est-à-dire, mais de qui tu parles? Il a une grande famille. Non, mais c'est pas comme Montchalin. Attends, heureusement. J'ai dit Monche. Personne n'avait compris que c'était Montchalin. Ça va être le truc, le radical de l'année. Monche. Qui c'est qui l'a dit à 3 points, François? Donald Trump, c'est la preuve par l'exemple. On a la preuve qu'un président peut agir conformément à ses promesses. François. Marine Le Pen?
Non, c'est le même parti. Jordan Bardella. Non. Alors, Giacomelli. Bonne réponse. Là, il a été plus rapide. C'est vrai. On est à combien là, tout le temps. Alors là, c'est incroyable. Tout le monde est à 6 points. C'est l'école des fans, mais il va falloir se départager, les amis. Oula. Allez, qui c'est qui l'a dit? 3 points. Triché pour toi. Sur le droit du sol, c'est un débat extraordinairement bourbeux qu'on devrait aborder avec une extrême prudence et beaucoup de décence. C'est un ancien ministre, mais qui a de hautes fonctions, François. Je sais pas, je donne la langue au chat, je laisse le point à Cécile. Bonne réponse. Exactement. Pierre Moscovici. Il est bien. Il parle beaucoup en ce moment. Qui l'a dit? Vous avez mis première présidente de la Cour des comptes. Premier président. Ah, j'ai mis un E. J'ai mis au féminin. Il y a un outing. Pierre Moscovici. Qui l'a dit? Il faut modifier la loi pour qu'on ne puisse plus marier que des gens qui sont français ou des étrangers réguliers. François. Retailleau? Non. Non, c'est Ménard. Non. Ménard ou alors Gisbert. Non. Darmanin. Bonne réponse de Jean-Christophe Couvi. Il est très très fort. Relance des 22. Bravo. Alors, moi j'ai pas les ballons. Revenu du diable Vauvert, Jean-Christophe Couvi s'impose. Devant, alors, ils sont à égalité parfaite. Françoise et Philippe. Bah bravo François, c'est pas mal hein, franchement. Merci beaucoup. Oui, c'est très bien. Parce que c'est pas évident d'essayer de gagner quand on n'est pas sur place parce que ça triche tellement du côté de Philippe David. Tellement. Là c'est la poêle qui se fout du chaudron. Là c'est la poêle qui se moque du chaudron. Philippe David, en quoi j'ai triché en fait? Non, Monche. C'est comme il s'appelle Gérald. Bah oui, c'est sûr que là si c'est un ministre, on sait qui c'est. Il s'appelle Mais il y a plusieurs personnes dont le prénom est Gérald. Il n'y en a qu'un seul qui est ministre, mon cher ami. Non, c'est en quoi, excusez-moi, en quoi j'ai triché? Mais parce qu'on avait, parce que vous aviez le visage tourné vers Philippe Bilger, qui a donc vu et entendu. T'exagères, là c'est pas vrai. Non, mais là vous dites n'importe quoi. Heureusement que je vous ai défendu, Françoise Degois. Je saurais quoi faire la prochaine fois. Non, mais il a raison, c'est vrai, vous aviez le visage tourné. C'est n'importe quoi. J'ai horreur des gens qui trichent. J'ai horreur de ça. Et ça me rend dingue que vous puissiez dire une connerie pareille. Moi aussi. C'est lui qui dit ça, j'ai horreur des gens qui trichent. Moi, je ne triche jamais. Je déteste ça. Peut-on apporter des défibrillateurs en studio? Je me sens moyennement bien. Allez, on s'en fout. Merci. Non, mais pas vous, Philippe. Vous restez avec nous dans un instant, le journal, après la météo. Et puis, on embrasse François, bien entendu. Et le coup de gueule de Philippe David. Eh bien, écoutez, le quantum des peines entre le Gard et le Bas-Rhin me semble un peu bizarre. Allez, on va en parler dans quelques instants. Pardon pour ce retard. On vous embrasse. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix Sud Radio, et d'abord merci de votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, bien entendu, sur toutes les plateformes en tout cas que nous vous proposons, que ce soit sur Instagram, TikTok, X, j'en passais des meilleurs, Facebook ou notre chaîne YouTube sur laquelle je vous incite à vous abonner, bien entendu. Avec nous aujourd'hui Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean-Christophe Couvi. Le coup de gueule de Philippe David dans un instant. Oh, il y a certaines sentences et certains taux d'amende que j'ai du mal à comprendre, tant en haut qu'en bas. On en parle dans un instant. En attendant, vous laissez des messages sur notre répondeur au 0826 300 300. On les écoute. Oui, bonjour, je suis Sébastien. J'habite à Ferrand-les-Corbières, dans l'Aude, la grande Union européenne. Et quand même, une question sur le fameux 49.3 qui engage la responsabilité de notre gouvernement. Ça fait 4 ans ou 5 ans qu'on vote les budgets avec la responsabilité du gouvernement. C'est extraordinaire quand je vois monsieur le maire comment il s'en fout et qui en fait il a la responsabilité de des gueules, comme on dit chez nous dans l'Aude, des gueules de personnes, hein, c'est la nôtre en fait. Ils sont en train de nous expliquer que c'est de notre faute si on est dans cet état, voilà, c'est surtout pas eux. Bon voilà, bonne journée en tout cas, et puis continuez parce que vous êtes la meilleure radio qui existe. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Je suis totalement d'accord avec la fin. Ouais. Oui. Mais avant... il dit que c'est notre faute, la dette, alors que lui, il dit que c'est la faute des politiques qui votent les budgets déficitaires. Hein. Sur le mot responsabilité du gouvernement, il dit que finalement, il n'y a aucune responsabilité, puisque Bruno Le Maire, une fois qu'il est sorti, il est responsable de rien, en fait. Voilà ce qu'il dit. Oui. Ah bah oui.
Je trouve tout de même, ce que j'ai cru comprendre et que vous me rapportez, je trouve tout de même que c'est excessif. Jamais je n'ai entendu Bruno Le Maire dire que c'était clairement la faute des Français. Lui-même a déjà assez à faire avec la responsabilité abusive qu'on veut faire porter sur ses épaules, alors qu'il n'a cessé de prévenir, si j'ai bien saisi. Mais je crois qu'il y a deux idées. Hein. Oui. Il y a la responsabilité. Il estime que ce mot engageait la responsabilité du gouvernement. Jusqu'à quel moment la responsabilité du gouvernement est engagée. Surtout qu'on est en train de se rendre compte qu'il y a eu un nombre incroyable d'alertes, notamment à Emmanuel Macron. Moi, j'entends ce qu'il dit, ça devient vraiment compliqué. C'est très intéressant parce que la réalité, c'est qu'on fait comme si c'était l'argent de l'État qui venait d'ex nihilo, mais on parle de notre argent. Les impôts, c'est l'argent de tous les Français. On a l'impression, quand un chef d'État intervient, je me souviens de Nicolas Sarkozy pour la crise, j'ai engagé tant de milliards. Emmanuel Macron pour le Covid, j'ai engagé tant de milliards. C'est pas l'argent de Emmanuel Macron et l'argent de Nicolas. C'est notre argent. Non, mais il a façon de parler. Non, mais c'est pas une façon de parler. Ouais, mais c'est ça qui ne va pas. C'est ça la réalité. C'est ça qui ne va absolument pas. Je suis en partie d'accord avec notre auditeur. Bah oui, effectivement. C'est-à-dire que nous, on met au pot commun, parce qu'on paye des impôts. Donc effectivement, on attend justement un service public qui est au niveau. On attend des infrastructures. Bonjour les Mozart. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure qu'on demande encore aux Français, à nous, donc, de toujours de passer au pot, quoi. C'est-à-dire de remettre de l'argent. Et sans nous demander notre avis. Hein. Mais bien sûr, le vrai référendum, il serait là d'ailleurs. C'est ça. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord pour continuer comme ça ou pas ? Mais vraiment, ce qui est pénible, c'est qu'en même temps, si on était une entreprise, ça fait longtemps qu'on a mis la clé sous la porte et qu'on aurait dû effectivement rendre des comptes. Là, il n'y a pas de compte. Et effectivement, vous êtes élu. La rigueur, la seule chose, c'est que si derrière vous ratez vos élections, voilà. Donc là, c'est le juge de paix, ce sont aussi les électeurs. Mais c'est vrai que oui, il y en a marre de toujours renflouer les caisses qui se vident. Merci beaucoup, en tout cas, Sébastien, de faire les corbières. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. On fait une petite pause. On revient dans un instant parce que ça a l'air croustifondant ce coup de gueule. C'est surtout crousti. Et ça va pas être fondant. Tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Jean-Christophe Clouvy est avec nous, Françoise Degois et Philippe Bilger. On garde bien sûr le meilleur pour la fin. Merci. Vous voyez, Françoise, c'est pas moi. Hein. Ah non, mais c'est agréable, cette douceur là qui arrive à 18h. Je mets un peu de douceur parce que y a notre ami Philippe David qui va râler, donc ça va être un peu plus punchy. Allez, on y va. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir. Quoi ? Pas de dessert ? Mais attends, il est sérieux lui ? T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Ah bon ? Le bateau coule, on a déjà les pieds dans l'eau. Ah d'accord. Espèce de petit enculé de merdeux qui chiale sa race toute la journée. Connard ! Je vous demande de vous arrêter. Oh, bravo Marie pour ce nouveau jingle. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village et même de deux aujourd'hui parce que nous allons aller à Beaucaire dans le Gard et à Strasbourg dans le Bas-Rhin. Pourquoi ces deux villes ? Parce que quand on y compare le quantum des amendes, on se demande si elles sont situées dans le même pays ou si le déconomètre ne fonctionnerait pas à plein tube, pour citer François Bayrou. Commençons par Beaucaire où la mairie RN a été condamnée à plus de 120 000 € d'amende. Pour quel motif ? Une négligence dans un équipement municipal a coûté la vie à une personne sur un terrain de sport. La municipalité a rasé un bâtiment classé monument historique. Pas du tout. Elle a maintenu une crèche dans sa mairie, le montant de l'amende ayant atteint ses sommes stratosphériques, puisqu'elle n'a pas cédé à la peine de 1 000 € d'astreinte par jour prononcée par le tribunal administratif de Nîmes. Passons à Strasbourg, au lundi 27 janvier. Un voyou de 17 ans qui avait sciemment renversé un policier municipal lors d'un rodéo urbain a été condamné à 4 mois de prison avec sursis, c'est-à-dire rien, et 150 € d'amende. Un policier municipal qui n'a toujours pas repris le travail puisqu'il a été victime de multiples fractures. Ainsi, si on analyse le quantum des peines entre le Gard et le Bas-Rhin, il est 800 fois moins grave de tenter de tuer un policier que de mettre une crèche dans la mairie d'un pays de culture judéo-chrétienne
chrétienne dans lequel les chrétiens sont ultra majoritaires, a fortiori au pays des Santons. On nous avait dit au moment de l'abolition de la peine de mort que la vie humaine, même celle du pire des criminels, n'avait pas de prix. Propos démentis, puisqu'on sait désormais que mettre en danger la vie d'un flic, ça vaut 150 €. Finalement, c'est bien François Bayrou qui a raison. Le déconomètre fonctionne à plein tube. Il ne lui reste plus, en tant que Premier ministre, qu'à faire en sorte de le réparer. La comparaison que vous faites est un peu spécieuse tout de même. Ça y est, j'en étais sûr. Non, mais j'y adhère globalement. Si on veut démontrer que dans la France judiciaire, il y a un certain nombre de décisions qui peuvent choquer parce qu'elles apparaissent contradictoires, c'est une évidence. Mais là, je ne mettrai pas sur le même plan cette décision que je trouve assez scandaleuse à l'encontre de la mairie de Beaucaire et cette affaire dont vous parlez que je ne connais pas, en réalité. Moi, j'ai vu la vidéo. François Degois, vous êtes d'accord ou pas? Moi, j'ai toujours un peu de mal avec vos comparaisons parce que vous avez toujours une tendance à mélanger les chèvres et les choux. Moi, ce qui me plaît... je parle d'amende, hein, c'est juste plus c'est cher, plus c'est grave. Non, mais moi, je suis d'accord avec vous, c'est que c'est complètement délirant. En fait, on est quand même chez 120 000. Non, mais on est chez Ubu, 120 000, c'est délirant. Et j'aime beaucoup que vous ayez ressorti de l'archéologie politique cette expression que j'ai toujours adorée de François Bayrou. Il n'y a pas grand-chose que j'aime chez lui, mais le déconomètre... J'adore le déconomètre, celle-là, je l'adore. Et là, je suis d'accord avec vous, à 100%, déconomètre plein tube. Bah oui, cette affaire dans le Bas-Rhin, nous, ça nous a fait bondir parce qu'effectivement, quand on fonce dans un policier, alors on prend 4 mois de prison avec sursis, mais franchement, il les fera jamais. Et 150 € d'amende, 150 €. J'ai regardé, c'est ce que vous prenez comme amende si vous pêchez à la ligne en dehors des heures légales. Imaginez, oui, j'ai regardé. Imaginez un petit peu le quantum de peine et la valeur que vous mettez. En revanche, j'ai vu qu'il y a une juge, une magistrate qui a fait condamner quelqu'un parce que la personne l'avait menacé lors d'un interrogatoire. La personne a pris 4 ans ferme et 6 000 € d'amende. Bon, si effectivement on avait, mais non, mais c'est encore une fois, nous, on est sur le terrain et quand on se fait renverser par un gamin de 17 ans volontairement, 150 € d'amende, c'est rien. Voilà. Donc c'est à la rigueur. Vous dites, tiens, j'ai mis 500 €, est-ce que je peux me faire 10 flics? Ça va être ça dans leur imaginaire aux gamins. Ça va être. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils ressortent avec ça? Mais ça les fait rigoler. Quand il dit la vie d'un policier vaut 150 €, c'est ça. À Nantes, il y a un an, c'était 300 €. Elle sera peut-être même pas payée l'amende, d'ailleurs. Oui, parce qu'en fait, après, déjà quand on voit les amendes effectivement forfaitaires délictuelles, pour la consommation de stupes, etc. Il n'y a que 30 à 40% de taux de recouvrement. Donc en fait, ça passe à l'as. Et juste un petit mot, c'est-à-dire que les frais médicaux, qui va payer en fait? Non, mais c'est l'État. Qui paye? C'est nous qui allons payer. Et le policier qui va ne pas travailler pendant des mois, va être à la charge effectivement. Depuis le printemps dernier. Oui, mais il va être à la charge des contribuables. Il reviendra, je pense que mentalement, il sera bien touché. Ça va être très compliqué. En fait, on perd une personne de valeur. Et en plus, aujourd'hui, on va nous enlever 10% sur les taux d'absence lorsqu'on est en arrêt maladie. Non, mais ça, c'est véritablement le délire sur le budget, c'est complètement et donc, délirant. Ça va être dingue. En fait, on a la double peine. Donc, à un moment donné, nous aussi, on va poser les sacs. On va dire, vous savez quoi? Vous allez vous débrouiller parce que nous, on veut pas aller au casse-pipe tous les jours. Surtout quand derrière on n'est pas protégé par ceux qu'on doit protéger justement. Merci beaucoup Philippe David. J'ai crié contre l'injustice pour vous être agréable. Oui, c'est bien, je vous remercie. Et l'info en plus tout de suite. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est avec Félix Mathieu, en plein sommet sur l'intelligence artificielle. Le revers de la médaille, c'est évidemment ceux qui craignent de voir leur métier disparaître. Oui, des métiers inattendus, parfois des métiers qui pourraient être remplacés par l'IA. C'est la crainte, par exemple, de Pierre-Alain de Garrigues. Vous le connaissez peut-être sans le savoir, Pierre-Alain de Garrigues. Vous l'avez certainement déjà entendu. Tu vois, tu peux choisir une pâte et ce que tu veux y mettre dedans. À toi de jouer, petit cordon bleu. Pierre-Alain de Garrigues, comédien voix. Ici, on l'entend par exemple dans ses rôles du robot cuisinier Dadibou qui cook, puis dans celui des lapins crétins. Comédien voix dans les dessins animés, dans les jeux vidéo, un métier menacé, estiment maintenant les premiers concernés. Pierre-Alain de Garrigues nous explique que finalement l'intelligence artificielle serait capable de reprendre leur voix, leurs inflexions pour un résultat de plus en plus crédible, de plus en plus proche, mais généré artificiellement. C'est une histoire énormément de gros sous. Pourquoi un petit village gaulois
comme les doubleurs français, c'est intéressant pour un monde entier qui estime que mettre des milliards dans l'IA, c'est le nouvel Eldorado. Utiliser la voix sans payer quelqu'un qui serait un professionnel, pour beaucoup de monde, c'est l'Eldorado. Mais en tout cas, pour nous, je pense que la loi de Pareto va s'appliquer. C'est pas très positif ce que je dis. La loi de Pareto, c'est 80-20. Donc, je pense qu'il y a 80% des gens qui travaillent dans notre métier qui vont être balayés. Parce que, il y a 3 mois, la technique était très bien, mais pas géniale. Et là, j'entends des choses qui sont, je dirais pas extraordinaires, mais pour quelqu'un qui n'a pas l'oreille, on ne peut pas savoir ce qui parle, si c'est vraiment une machine ou un être humain. Donc, il restera 20% de comédiens qui feront quelque chose ou avec des clients qui diront, moi, je préfère la gastronomie au tout venant. Pierre-Alain de Garrigue, joint par Amélie Béguin pour Sud Radio. Bref, il craint non pas tant la disparition totale des comédiens voix, mais que ça devienne un peu un truc de puriste, que le reste soit généré automatiquement. Du coup, quand même, je précise pour tous les auditeurs qui nous écoutent, les vraies voix que vous entendez ce soir sont réelles. Je m'en porte personnellement garant, je les ai sous les yeux. Après, j'espère que les auditeurs ne disent pas malheureusement. Non, après, la question, c'est, je vois les désastres qu'ont provoqué les passages, par exemple, du cinéma muet au cinéma parlant, par exemple. Est-ce que ce n'est pas le fait finalement de toutes les grandes innovations et à un moment donné, il y a toujours de la casse, toujours. L'être humain étant tellement génial, l'être humain est génial et donc il recrée parce qu'il est très créatif, il recrée d'autres conditions et d'autres formes de métiers. Moi, l'IA, attention, ça devient à la fois le nouvel Eldorado, ça devient le nouveau grand Satan. Sachons raison garder, raison garder. Après, il faut que l'IA sera toujours gérée par des êtres humains, c'est ce que je veux dire par là. Mais donc, après, pour les voix, on peut avoir des droits d'auteur, c'est-à-dire que si vous utilisez notre voix, c'est d'avoir que si on fait reparler Jean-Paul Belmondo ou Alain Delon, il faudra que ce soit comme un texte qui a été écrit. C'est exactement ce que disait Macron et ce que disent effectivement, je pense, les dirigeants européens, sauf qu'il faut que ça s'applique à la surface Emmanuel de la planète. Macron pense comme moi. Ça tombe sous le sens, en fait. Ça tombe sous le sens, on paye des droits d'auteur. Ce qu'il expliquait aussi à Amélie, c'est qu'il craignait justement qu'on reprenne les inflexions, mais sans le dire clairement, sans dire on a repris la voix ou les inflexions de voix de tel ou tel, et du coup on les reprenne en douce sans les rémunérer. C'est pour ça que la déclaration de Paris là est très importante et tout ce qui va suivre va être très important, notamment avec l'Europe. Avec là, il faudra sourcer. Tout sera dans la source. Est-ce que c'est de l'IA et il faudra des gens pour ça. Et donc on va créer des nouveaux métiers. Des acteurs ne s'en sont pas remis, Françoise. Du passage au parlant. Douglas Fairbanks, par exemple, qui avait une petite voix fluette, horrible, pardon. Allez, dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Avec Philippe, plaisir. On parle de quoi? Des chefs d'établissement. Françoise Degois. Les Allemands qui nous donnent une leçon. Et Jean-Christophe Couvi. L'intervention du RAID lors d'une filature samedi. À Dijon. Il y a eu un mort et un policier blessé. Allez, on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue sur Sud Radio, merci beaucoup. En tout cas, on est très heureux d'être tous les jours de 17h à 19h avec vous, avec Philippe David, bien entendu, autour de cette table, Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean-Christophe Couvi. C'est leur tour de table de l'actu de leur vraie voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Ce schlack là, ça y est. Ce coup de fouet, ouais. Vous voulez parler des chefs d'établissement scolaire, Philippe? En fait, mon coup d'indignation, si j'ose dire, même si j'ose aller encore une fois sur le terrain de Philippe David, sera très bref, puisque j'ai lu récemment, et ça m'a tout de même étonné, que selon les chefs d'établissement, seulement 10% des collèges et lycées avaient tout leur personnel complet. C'est un chiffre qui m'a stupéfié. Je savais que l'éducation nationale allait mal, mais pas à ce point tout de même. Françoise Degois? Oui, je suis d'accord. En plus, c'est très difficile. On parle souvent des professeurs, mais c'est difficile d'être chef d'établissement, que ce soit principal de collège ou proviseur de lycée. On se rend pas compte de ce que ça veut dire. D'ailleurs, je pense qu'en règle générale, on a une vision un peu déformée de ce que ça veut dire être professeur. On imagine il y a beaucoup de vacances, etc. Mais en réalité, ça n'est pas ça. C'est assez épuisant. Et alors, chef d'établissement, je peux en parler. Mon père était chef d'établissement, donc je sais aussi ce que ça représente comme responsabilité de gérer les élèves, le corps professoral. Quand vous êtes en plus de ça
à un centre d'examen, ce qui était le cas par exemple de mon père, voilà, qu'est-ce que ça veut dire de tout organiser pour être sans... Moi, je comprends très bien, et avec des salaires, tous ces gens-là ont du bac plus 5, bac plus 6, ils sont minimum capétiens, voire agrégés. Un proviseur, aujourd'hui, il est agrégé, même hier d'ailleurs. Et je trouve... Pas automatiquement, on peut passer le concours en étant prof certifié. Je sais très bien, mais généralement, le niveau, c'est l'agrég. Et même si vous êtes certifié, vous passez agrégé sans avoir passé l'agrégation. Mais c'est des gens qui ont bac plus 5, bac plus 6, un minima. Regardez les salaires, honnêtement. Est-ce que vous avez envie d'un tel sacerdoce pour si peu d'argent? Franchement. Jean-Christophe Couille. D'ailleurs, on le voit, comme les commissaires, d'ailleurs, tu vois, je le mets sur le même niveau. Les commissaires ne sont pas trop à plaindre financièrement quand même. Ouais, ça va, je suis plus inquiet pour les gardiens de la paix que les commissaires. Mais sinon, honnêtement, on regarde le recrutement, effectivement, dans l'éducation nationale. Moi, j'ai vu encore un chiffre aujourd'hui, c'était 20% des professeurs veulent être contractuels plutôt que justement titulaires. Parce qu'en fait, on a du mal à recruter et préfèrent garder leur autonomie et pouvoir démissionner quand ils veulent parce qu'ils savent qu'ils ne feront pas toute leur carrière dans l'éducation nationale. Donc aujourd'hui, en fait, c'est pas que l'éducation nationale. On le voit nous aussi dans la police. Le service public a du mal à recruter parce qu'on a tellement nivelé vers le bas les salaires qu'effectivement, ça n'attire plus. Et donc aujourd'hui, encore une fois, on va se retrouver avec bientôt un service minimum et que des contractuels. Mais ce qui est dingue, Philippe Bidger, c'est que en plus, quand vous sortez de l'agrég, beaucoup vont dans des banlieues plus fragiles et sensibles. Et pourquoi on met pas les meilleurs en fait? Mais on le dit tout le temps. Pourquoi on met pas les meilleurs professeurs pour essayer d'aller attirer des gens plutôt que de gens qui ne savent pas, qui ne connaissent rien en fait? Je suis d'accord. Les meilleurs, c'est-à-dire si aguerris à l'exercice. Je suis d'accord. Plutôt que des gens qui sortent de l'école et qui doivent balancer un homme aussi brillant soit-il, si vous voulez, en termes d'études, dans une zone d'éducation prioritaire. Parfois ça passe parce qu'il a le génie pédagogique, mais la pédagogie, ça s'apprend, c'est un entraînement. C'est une expérience. C'est exactement. Vous avez des gens qui ont ce don inné, qui ont cet art de gouverner sans jamais donner un seul ordre. En fait, c'est ça, l'art du professeur, c'est on gouverne une classe sans jamais donner un ordre. Ça, c'est un art que certains possèdent de façon innée, mais c'est quand même assez rare. Je suis d'accord avec vous. Mais on pourrait emporter une classe. Bien sûr, je suis d'accord. Mais je pense aussi, c'est qu'arrivé à un certain âge, on a envie d'autre chose parce que en face de nous, encore une fois, quand on a des élèves réceptifs qui ont envie d'apprendre et de s'en sortir. Oui, mais si on a du résultat, si les écoles ont du résultat, vous allez pas exagérer. Il y a du résultat quand même. Mais il y a du résultat. Mais je pense qu'à 50 ans, vous avez envie aussi d'aller en province, d'aller vous acheter une maison, etc. Enfin, je veux dire, encore une fois, quand vous êtes dans des quartiers sensibles, vous êtes dans des grandes agglomérations. Moi, je le vois aussi dans la police. À un moment donné, vous avez envie, vous aussi, d'avoir une vie un peu plus tranquille. Parce que vous vivez toujours. Vous pouvez pas vous payer une maison ni un appartement. C'est pas vrai. Quand vous êtes chef d'établissement, vous êtes logé. Ça, c'est chef d'établissement. Mais moi, je parle moi, je parle du métier. Tout le monde. On parle des chefs d'établissement. Les chefs d'établissement sont logés. On parle de tout le monde. Donc il y a aussi les employés entre guillemets, les soutiens. Les intendants sont logés, les censeurs sont logés dans les lycées. Enfin, ça, c'est quand même, il y a quand même quelques avantages. Jean-Christophe, puisque vous avez la parole, ces échanges de tirs avec le RAID à Dijon. Oui, j'étais surpris, mais effectivement, en fait, sur une filature, alors c'est un équipage du RAID, donc ça veut dire que l'équipe qui suivait était déjà à un haut niveau de dangerosité, parce que souvent le RAID ne fait pas ça, c'est plutôt ou les BRI, ou alors vraiment la PJ, mais bon. Et là, ce qui m'a surpris, sans vraiment me surprendre non plus, c'est qu'aujourd'hui, derrière l'aspect romantique des migrants, entre guillemets, il y a des vraies filières de mafia. Et là, c'est les mafias kurdes, mais irakienne en fait, du côté irakien. Et donc je me dis qu'on est tellement mondialisé, y compris dans la criminalité, dans le trafic d'êtres humains, etc., que maintenant on prend même les délinquants d'Irak qui viennent en France pour établir leur base arrière et travailler sur l'être humain. C'est ça qui est affreux. Donc voilà, et les collègues qui suivent cette piste sont à peine sortis du véhicule, enfin les autres en face ont pris des kalachnikovs, ils nous tirent à balles réelles avec des kalachnikovs. Donc on a encore une fois monté d'un cran, et c'est pour ça que le narcotrafic, ce n'est pas que du narcotrafic, ça touche à toutes les pans des trafics, et notamment les trafics humains, et aujourd'hui ça va déstabiliser, et c'est en train de déstabiliser notre société. Oui, je suis d'accord. C'est vrai, moi j'ai été très surpris par cette filière et la violence. Bien sûr. Incroyable. Ils ont pris l'initiative de tirer sur les policiers.
policiers. Ouais, mais on a vu ce changement parce qu'il y avait une forme de mafia un peu pépère. Moi, j'ai commencé police-justice dans le Sud. Il y avait n'importe quel juge d'instruction t'explique qu'il y avait quand même des codes, c'est-à-dire que Fargette, toute la bande des Francis le Belge ne prenait pas systématiquement les flingues pour aller buter des policiers. C'était le dernier recours. Après, il y a eu une bascule. On a vu ça quand la mafia de l'Est, quand les Russes sont arrivés sur la Côte d'Azur. On a vu les Russes, les Albanais, et là, on est parti sur d'autres. Voilà, on est parti sur d'autres et Tchétchènes. On est parti vraiment sur une autre façon de fonctionner. Et moi, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Je pense que c'est très effrayant. Et ceux des banlieues aussi, hein. Dixit, des truands à qui j'en ai parlé. Ouais, mais quand même l'Europe de l'Est, ils ont quand même parlez avec des truands, vous. Oui, parce que j'ai été dans une ancienne vie, j'ai fait quelques temps comme formateur en milieu carcéral. Ouais, donc bien sûr. Et vous avez été influencé ou pas? Non, c'est pas moi qui truande dans le jeu ici. Il y a une violence, disons-le, là, parce que là on parle des Kurdes, etc. Mais sachons, et ça Jean-Christophe le sait, il y a une violence des mafias de l'Europe de l'Est qui est sans commune mesure. C'est-à-dire que vraiment, ne tombez pas dans un règlement de compte avec la mafia russe, par exemple, ou les Tchétchènes, ou les Géorgiens. Je vous souhaite du plaisir. Françoise Degois, les manifestations quotidiennes en Allemagne face à l'AfD. C'est très puissant en fait. En réalité, je pense que nous n'arrivons plus à bouger une seule personne dans ce pays, sauf peut-être au moment des élections législatives pour faire le barrage républicain contre Marine Le Pen et Jordan Bardella. Je suis sidéré de voir le traumatisme en fait allemand tous les jours, 200 000 à Munich, 80 000 à Hambourg, 500 000 à Berlin. Vraiment, on voit que, alors je sais très bien que les manifestations ne font pas reculer l'extrême droite, mais la réalité c'est qu'il y a encore, il y a eu ce point de rupture avec Merz, qui est vraiment le candidat de la CDU, qui a coupé ce fameux cordon sanitaire, le cordon sanitaire qui le séparait de l'AfD. Alors, elle est étonnante, Alice Weidel, la leader de l'AfD. Elle est très controversée au sein de l'AfD, mais c'est une figure assez particulière. Elle vit, vous savez, avec une femme qui est sri-lankaise, elle élève 2 enfants, elle habite en Suisse. Elle est très complexe, mais en réalité, voilà, elle est à 23% aujourd'hui dans les sondages, ce qui est tout à fait énorme pour l'extrême droite. On verra ce que ça donnera, si vous voulez, dans les urnes, parce que souvent l'extrême droite a été très cotée en Allemagne et elle a fait beaucoup moins. Mais je veux dire par là que moi, les Allemands, ils me donnent, à mon cœur de gauche, ils me donnent une leçon incroyable de ce pays qui ne veut pas revivre ses démons. On parle de l'Allemagne là, on parle vraiment de l'Allemagne qui a passé 80 ans véritablement à changer son histoire, à changer cette histoire collective effroyable qu'a été Hitler. Il y a une génération qui est passée, la génération sacrifiée, et l'Allemagne est revenue. L'Allemagne a fait vraiment sa révolution personnelle et collective sur cette question-là. Et moi, il me touche profondément, ces Allemands. J'entendais Porte-Brandebourg, 500 000 Allemands qui chantent Bella Ciao. Ça m'a vraiment ému, très fort. C'est pas 500 000, hein, François, c'est 250 000 et c'est déjà beaucoup. Non, à Munich hier, mais la première manifestation, ils chantaient Bella Ciao, ils étaient 400 ou 500 000 à Berlin. Munich est 250 000. Oui. C'est pas mal, mais c'est pas de millions, mais c'est beaucoup de gens, bien sûr. Merci beaucoup, Françoise. En tout cas, vous restez avec nous dans un instant, puisque nous sommes en plein sommet de l'IA aujourd'hui et encore demain avec des invités prestigieux. Ce sommet sur l'intelligence artificielle s'est ouvert, c'était le 6 février dernier. Emmanuel Macron a annoncé ce matin 109 milliards d'euros d'investissement pour le développement en France, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que vous pensez que l'arrivée de l'IA a été négligée par nos pouvoirs publics? Et à cette question, la France peut-elle peser dans le monde en termes d'IA? Vous dites non à 87%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Notre invité Julie Hardy sera avec nous, partenaire global de Brenntag Group, qui est le leader mondial des solutions marketing digital. On en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est un grand plaisir que maintenant qu'on a la Sud Radio sur Lyon et la famille grandit, c'est une super nouvelle. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec les vraies voix du jour autour de cette table jusqu'à 19h, Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois, Jean-Christophe Couvi, bien sûr, Philippe David, et on est ensemble jusqu'à 19h. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Emmanuel Macron assure qu'il faut trouver dès maintenant sa place dans cette course dominée par les États-Unis et la Chine. On annonce demain 109 milliards d'euros d'investissement dans l'intelligence artificielle. Coup d'envoi de 6 jours de sommet international sur le sujet. Des experts du monde entier et des dirigeants de nombreux pays sont attendus au Grand Palais. Philippe David et Cécile de Ménibus
présente les vraies voix sur Sud Radio, au programme des débats et de l'info. Maintenant place au coup de projecteur avec leurs débatteurs. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, l'intelligence artificielle. Allez, c'était pour justement harmoniser un petit peu ce lancement, un sommet sur l'intelligence artificielle en co-organisation avec l'Inde. Emmanuel Macron annonce donc 109 milliards d'euros d'investissement pour le développement en France. Alors parlons vrai, est-ce que pour vous la France doit jouer sa carte seule ou la confier à l'Europe? Et à cette question, la France peut-elle peser dans le monde? Vous dites non à 87%, vous voulez réagir? Aude et les vraies voix qui ont une intelligence 100% naturelle vous attendent au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Julie Hardy, est avec nous, partenaire global de Brandtech Group, leader mondial des solutions marketing digital. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, merci de m'avoir invité. Avec plaisir, petit tour de table. Cette belle chanson, j'aurais volontiers voulu qu'elle pense à ma place sur les sujets. Mais sérieusement, j'ai écouté un petit peu Emmanuel Macron hier soir et je l'ai trouvé assez convaincant pour quelqu'un, il est vrai, qui manque totalement de données dans ce domaine. Et ce qui m'a bien plu, c'est que comme face à toute révolution scientifique, il a montré l'apport indiscutable que l'IA nous procurera et bien sûr avec les limites, peut-être les préjudices qu'elle pourra gérer si on n'y fait pas attention. Mais j'ai appris ce matin par hasard que malheureusement ou heureusement la France dispose d'un vivier exceptionnel d'ingénieurs français dans ce domaine-là, mais qui sont partis à l'étranger. Et donc il nous manque aujourd'hui, et je suis plutôt pour répondre à votre question, je crois qu'on peut au moins remonter le courant, peut-être pas dominer la Chine et les États-Unis, mais tout de même avoir une place honorable pour l'Europe à défaut de la France. Françoise Degois. J'espère, parce qu'on est quand même parti extrêmement tard. 109 milliards, ça me paraît beaucoup, c'est très bien, ça me paraît extrêmement conséquent. On va voir, je pense qu'en la matière, c'est pas un seul pays qui peut agir tout seul. Je crois que ça doit être une détermination européenne pour fixer les règles également. Après, remonter le courant de la Chine et des États-Unis, je pense vraiment qu'on est quand même un peu tard. On est vraiment, on y arrivera, je pense, sur 10 ou 12 ans, mais la réalité, c'est que pour le moment, non. Mais je trouve que les investissements, comme ça, a priori, m'ont l'air assez intéressants. Jean-Christophe Couvi. Effectivement, c'est soit on prend le train en marche, parce que là, on démarre pas la loco, on le prend vraiment en marche, ou alors on reste à quai. Moi, il me tarde de voir l'IA dans la police, parce que alors déjà, le chat GPT, ça va être, comme disait Greg, chat, j'ai tout pété. Ouais. Parce qu'on est incapable d'avoir un logiciel de procédure pénale à jour. C'est dramatique, c'est des fiascos sans arrêt. Donc on a toujours des bonnes idées, sauf qu'après on ne sait pas les transformer. Ouais, c'est ça qui est terrible en fait dans l'État français et en France. Et nos cerveaux partent à l'étranger parce qu'ils ont des très bonnes conditions de travail, des salaires. Et justement, on leur met à disposition un champ des possibles. Et qu'en France, on est tellement encadré par des normes que du coup, on empêche les cerveaux de... quand même, n'exagérez pas. Julie Hardy, quand on entend par exemple notre ami Jean-Christophe Couvi qui dit dans la police, est-ce que ça nous simplifiera la procédure pénale, etc. Est-ce que par exemple, ça pourrait aider à faire une enquête, par exemple, le modus operandi d'un criminel, l'IA va faire un calcul, a dit mais dans tel pays il y a eu un meurtre exactement comme de la même manière il y a 15 ans, comment est-ce que ça va aider à cela par exemple? Alors absolument, d'abord parce que ça a une capacité à gérer un certain nombre de data que humainement, naturellement nous sommes limités pour le faire. Donc oui, maintenant je suis pas du tout experte de votre domaine et de la police, donc je peux pas vraiment rentrer dans les spécificités de ce sujet, mais ça me semble tout à fait évident. Ouais. Mais les procédures seront très accélérées et allégé grâce à l'intelligence artificielle. Comment on se place aujourd'hui, Julie Hardy, par rapport à... Est-ce qu'on peut quand même être fier de quand même pas mal de choses en France? Mais absolument. On doit être fier et je pense que d'ailleurs il ne faut pas se limiter dans ses ambitions. Je pense qu'on a une place en tant qu'Européens, peut-être à défaut de Français, mais on a une vraie place à jouer et c'est essentiel d'ailleurs dans l'équilibre de notre monde que l'Europe se tienne une place
centrale, je dirais, dans l'avancée et dans le débat sur l'intelligence artificielle générative. Donc je pense qu'on est très bien positionné en France pour un certain nombre de raisons. Je dirais les talents, vous l'avez vu je crois ce matin avec Saclay, mais on a une capacité à produire des talents assez inégalée en France, toute proportion gardée. Ensuite, on a des industries de pointe en France. On en a qui sortent vraiment leur épingle du jeu. On a évidemment le luxe, on a la beauté, on a des acteurs dans l'alimentaire qui sont hyper importants. Et donc on a une opportunité aussi, en accélérant avec eux, d'avoir un effet, je dirais, d'appel d'air. Et là, il faut être un peu pragmatique parce que, comme vous l'avez très bien dit, l'intelligence artificielle, c'est aujourd'hui. C'est pas un sujet de demain, c'est un sujet de maintenant et il a commencé hier. Et donc là-dessus, c'est vrai que la France n'est pas nécessairement positionnée comme étant à la pointe, mais elle a eu une incroyable opportunité d'être très tactique et d'être très intelligente dans son approche par le cas d'usage. Et d'ailleurs, c'est le sujet aussi un peu qu'a provoqué les Chinois avec leur dernière technologie qui s'est vue remettre en question presque DeepSeek, exactement, qui s'est vue remettre en question la suprématie d'OpenAI. C'est que finalement, ils sont rentrés par des micro-sujets d'intelligence artificielle. Et donc, ils sont rentrés vraiment dans une précision tout à fait spécifique. En fait, c'est dans leur traitement des data. Pour quelqu'un qui comprend rien, les data, etc., c'est quoi l'intelligence artificielle, en fait? Mais c'est vachement important, parce que tout le monde nous abreuve de IA depuis quel sommet? C'est quoi, par exemple? Laissez Julie Hardy répondre, elle va vous répondre. Qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Alors, l'intelligence artificielle, c'est la capacité de réunir et d'exploiter des données de telle sorte qu'elles produisent ce qu'on appelle en anglais un outcome, c'est-à-dire elles produisent quelque chose pour vous. En ça... mais quand on dit par exemple l'intelligence artificielle pour la médecine va faire des produits considérables. Non mais alors c'est lesquels? Mais moi j'ai envie de savoir parce qu'on avance des trucs. Sur le diagnostic, non, c'est déjà le cas, absolument. Sur les diagnostics de cancer, par exemple, le traité en fait de l'ensemble des données que humainement on ne peut pas faire, on est obligé de séquencer. Là, toutes ces données travaillent en même temps pour pouvoir faire un diagnostic beaucoup plus précis et qui est l'équivalent d'un diagnostic. D'un PET scan, par exemple. Ah bah non, mais c'est un PET scan beaucoup plus avancé. Parce que là, c'est l'équivalent de 100 PET scans. Alors je dis, Françoise, en fait, les médecins vous disent, quand ils vous soignent, que eux, ils se réfèrent à leur patientèle, en fait. Tous les patients qu'ils ont eu pendant des années, sauf qu'ils n'ont pas cette vision plus loin, dans une autre ville, voilà. Et notre mémoire et notre système même neurologique est limité par rapport à... Non, mais c'est passionnant, mais moi, justement, j'ai appris dans ce domaine que l'IA aura la capacité en quelques secondes de faire la synthèse de milliers de documents, alors que l'humain ne pourrait pas. Mais si vous le permettez, une fois qu'on a compris les progrès dans le domaine scientifique ou médical, quels sont les domaines, à votre avis, où les risques peuvent être les plus certains avec cette avancée de l'IA et l'humain qui se contentait laborieusement de travailler? Alors, la vérification peut-être. Non, alors je pense que d'abord, c'est très important de le dire, l'intelligence artificielle en soi n'est pas dangereuse. C'est ce que les hommes en font. Donc en fait, il y a un moment donné, il faut aussi un peu replacer le débat. Tout ça, en fait, le mauvais de l'intelligence artificielle est dans les mains de l'homme. Quand même. Donc évidemment, tous les sujets, par exemple, tous les sujets médiatiques et politiques, par exemple. Absolument, tous les sujets de guerre. D'armement, d'affrontement, etc. Donc, de désinformation, vous voulez dire, par exemple, ou pas? Pas que de la désinformation, mais ça peut jouer ensemble. Effectivement, tous les sujets, même d'attaque technologique, je veux dire, de guerre, de comment on va mener une guerre aujourd'hui, d'armes, d'armement, comment paralyser les armes d'un adversaire. Absolument. Donc en fait... Une fois de plus, on rentre vraiment par le cas d'usage. Heureusement, il y a beaucoup plus de cas d'usage qui nous offrent des avancées extraordinaires, à savoir la santé, l'écologie. Bénéfique. Mais exactement, bénéfique. Et puis, il y en a malheureusement qui effectivement vont aussi accélérer ces capacités actuelles. Mais c'est le même système que les réseaux sociaux. En soi, le réseau social ne crée pas de... D'accord, c'est neutre. C'est la main de l'homme. D'une certaine façon, c'est la main de l'homme qui fait que ça devient un déversoir de saloperies et de voilà. Vous n'avez pas le droit de dire saloperie, Cécile. On peut le dire de tout, mais il y a quand même une chose qui est très différente, c'est l'ampleur. Oui.
Alors par exemple, j'ai une question sur l'industrie vraiment très concrète. Moi, merci d'être là, j'en ai marre d'entendre que des trucs, au bout d'un moment, ça me saoule. Par exemple, sur l'industrie, est-ce qu'on est capable, par exemple, d'assembler plus vite des voitures, d'améliorer une technologie écologique, par exemple, sur les voitures, sur l'avion solaire? Moi, c'est mon obsession, j'aimerais bien un jour voler en avion solaire. Non, mais un avion 100% électrique, on voit qu'il y a des cargos qui sont de plus en plus, qui avancent vers le tout électrique. Est-ce que ça permet? Ah oui, mais ça permet tout. Je veux dire, c'est une révolution qu'on appelle horizontale. Donc contrairement, ça veut dire quoi? Une révolution horizontale, c'est une révolution qui finalement touche tous les corps de métier et toutes les industries. Génial. Donc avec une rapidité plus ou moins différente. C'est-à-dire qu'il y a des industries qui ont été très rapides dans leur adoption. Alors, j'ai un exemple. La construction, par exemple. La construction de maisons, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, il n'y aura pas de déchets. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de pertes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous construisez une maison, vous faites du béton, mais c'est à peu près, il y a toujours, il en reste. Là, c'est extrêmement précis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pertes. Pour les ressources de la planète, voilà, c'est ça. Ça, c'est génial. Par exemple. Merci Cécile de Ménibus. On va pouvoir remplacer l'Assemblée nationale, du coup. Alors c'est bien. C'est important. J'ai une question. Je suis sûr que moi, je fais semblant de comprendre depuis 3 jours. Autant je peux concevoir effectivement les côtés positifs et qui sont infinis en fait. On n'a pas encore l'idée de ce qu'on peut faire avec. Mais par contre, je suis un fan de Terminator et je me dis un jour, est-ce que justement les machines ne prendront pas le pouvoir en disant que l'être humain est néfaste et que c'est à eux de gommer un peu tout ça. J'ai l'impression de voir mon grand-père. Le problème, c'est qu'on met le pied dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore. On est en train peut-être de construire un monstre, on le sait même pas. Même si on y met des blocages, écrans d'arrêt, etc. Sauf qu'un jour, effectivement, l'IA sera tellement intelligente qu'elle pourra aussi dépasser ses écrans d'arrêt, etc. Et deuxième question à Thierry, désolé. C'est bientôt fini. C'est passionnant ta question. Merci beaucoup. Première réponse, je dirais, vous avez 2 choix en fait par rapport à ça. Soit effectivement, on se dit, il faut tout arrêter, c'est flippant, on ne sait pas où ça va aller. Et quelqu'un qui va répondre, je sais exactement où ça va aller, vous mentira. Parce qu'effectivement, les plus grands experts disent, il y a plusieurs théories. Alors il y a des experts optimistes, je dirais, d'autres un peu plus pessimistes. Mais par rapport à ça, il y a aussi un raisonnement qu'on appelle le raisonnement par l'absurde, qui est qu'est-ce qui se passe si je n'en fais pas partie? Qu'est-ce qui se passe pour moi à titre individuel, mais aussi à titre de nation et à titre même de région? Qu'est-ce que ça... En fait, il n'y a pas d'alternative. Il faut y aller. Il faut y aller, c'est déjà trop tard. Enfin, c'est pas déjà trop tard, puisque je vous disais le contraire tout à l'heure, mais en tout cas, il faut y aller franchement. Et ensuite, ce qui est très important, c'est néanmoins, effectivement, mais ce qu'on sait très très bien faire en Europe, c'est la régulation. D'accord. Exactement. Donc ça, c'est hyper important, notamment les droits d'auteur pour les voix qui sont notamment empruntées. Les droits d'auteur. Notamment la source, dire ça, c'est produit par de l'intelligence artificielle. En fait, il faut s'organiser. C'est ça, je suis d'accord. Est-ce qu'on peut aller sur le fantasme absolu? On a 30 secondes. D'Elon Musk, par exemple, sur la vie humaine prolongée, sur l'augmentation de la vie, parce que ça, c'est l'obsession Si on a des nouveaux traitements médicaux, oui. Non, mais il n'y a pas que les nouveaux traitements médicaux. Je veux dire, même quand Internet a fait surface, finalement, regardez aujourd'hui, est-ce que vous vous rappelez d'un numéro de téléphone? Non. Ils sont tous enregistrés, donc ils sont à portée de main, mais simplement ils sont plus donc ça, c'est ce qu'on appelle l'homme augmenté. C'est un peu une des théories. L'homme augmenté, c'est l'homme augmenté par la machine, c'est l'homme augmenté par des capacités qui sont externes à son corps humain, mais qui néanmoins le rendent plus intelligent, plus performant, etc. Et ça, c'est complètement le trip de Musk. Mais au-delà de ça, c'est même aller vivre effectivement sur Mars. Bon, est-ce qu'on peut aller jusque-là? Non, mais on va être des hommes. Nous sommes d'une certaine façon déjà avec Internet des hommes augmentés et on le sera encore plus puisque on aura la capacité effectivement de survivre aux maladies qui nous tuent actuellement, etc. Donc il faut voir ça avec enthousiasme, optimisme et surtout ne pas être français là-dessus, c'est-à-dire ne pas y aller en freinant et réfléchir surtout pour le bien commun. Ça, c'est important. Bravo. Merci. Merci à vous. Que le monté passe par là. Non, mais moi je m'intéresse parce que Julie a raison, c'est-à-dire qu'il faut s'embarquer dedans, regarder, lire, apprendre et voir ce que ça peut nous apporter de positif. Je suis d'accord. Oui, il y a des métiers qui vont disparaître, mais comme la première révolution industrielle, comme la deuxième, comme la troisième, c'est la quatrième. Et aujourd'hui, il y a plein de choses qui vont s'ouvrir et je pense qu'il faudra que ça passe, quoi qu'il arrive, par la formation. La formation. Façon, derrière, mais ad vitam aeternam. Non, mais il y a toujours un être humain. Moi, je pense que l'être humain est la plus belle
machine conçue par l'univers, de toute façon, avec la créativité et les émotions. Julie Hardy, vous êtes adoptée à main levée par les Bravo, la première que j'entends concrète sur le sujet avec Doménibus. Merci Cécile Doménibus aussi. C'est la première qu'on entend. Non, mais depuis 3 jours ou 4 jours, mais de vous ce que êtes je regarde. Et les femmes là-dedans. Allez. Vous avez tout compris sur des Pepscam. Mais bien sûr. Quoi. Allez. J'ai fait une conférence. Merci Julie Hardy, partenaire global de The Brand Tech Group, le leader mondial des solutions marketing digital. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Dans un instant, on va vous parler citoyenneté parce qu'il y a aussi l'engagement sur le terrain avec Philippe David. Oui, et on est à la veille des grandes assises du G500 citoyens sur le handicap. C'est demain à l'Institut des jeunes aveugles à Paris. Et on va recevoir 2 belles associations. On va évidemment faire un clin d'œil avec le collectif handicap. On va recevoir l'association Sport pour le Sport Med Summit sur le sport et le Melting Pot pour l'inclusion politique des jeunes. On va dire ça comme ça. On adore ça. En tout cas, on vous retrouve demain avec Philippe David à partir de 17h. Passez une très belle soirée. Merci beaucoup Marie, notre réalisateur. Merci beaucoup Aude. Merci Félix. Merci Nelly. On vous retrouve demain à partir de 17h. Passez une très belle soirée avec Philippe David. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.